que, mais en fait c'est la nôtre. Et si vous voulez, aujourd'hui, eh bien, les gens aspirent à beaucoup de choses, hein, mais surtout le fait d'avoir embauché autant de monde, et il faut qu'on se dise les choses très simplement, c'est qu'au fil des années, les embauches ont été électoralistes et clientélistes. Donc nous en subissons les conséquences aujourd'hui. Pour parler de Pointe-à-Pitre, la Chambre régionale des comptes nous dit que la dotation de fonctionnement que donne l'État pour les collectivités territoriales, en l'occurrence les mairies, est définie par rapport à la strate, le nombre d'habitants. Pointe-à-Pitre, pour environ 15 000 habitants, devrait avoir à peu près 300 employés de mairie. Aujourd'hui, nous en sommes encore à 530, ce qui fait pratiquement le double. Ah oui. Donc, vous comprenez un peu la difficulté que peut représenter ce surnombre d'employés municipaux. D'autant plus qu'à partir de 2008, avec la loi Notré, il y a eu la création des EPCI. Les mairies ont pensé pouvoir souffler, puisque lorsque vous transférez une compétence à l'EPCI, vous transférez aussi le personnel. Oui. Mais les EPCI auraient dû aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a aussi des embauches qui sont nécessaires au fonctionnement de telles structures, et les EPCI auraient dû jouer le jeu à soulager les municipalités en embauchant du personnel, en tout cas en reprenant du personnel et étant déjà dans ces collectivités. Je rappelle également que, mais ça c'est une petite parenthèse, que quand une commune est en difficulté, le PCI à laquelle elle appartient est tenu de venir en aide et d'accompagner cette commune. Cette commune, d'accord. Et alors, moi je viens de Pointe-à-Pitre, ça n'est pas vraiment ce que l'on voit aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour fermer cette parenthèse. Et donc donc les maires n'ont pas eu cet appel d'air qu'ils auraient pu espérer sur la création des EPCI. Donc, ça n'empêche pas que certains ont continué quand même à embaucher, en sachant très bien que la situation était déjà difficile. Puisque sur le budget de fonctionnement aujourd'hui des mairies, c'est plus de 80% que représente la charge salariale. C'est énorme. C'est énorme. Quand on sait qu'à côté de ça, vous avez les dépenses, on va dire, des frais généraux de fonctionnement courant, que certaines mairies ne peuvent pas couvrir, malheureusement. Je parle de celles que je connais, Pointe-à-Pitre par exemple. Donc, c'est une grosse difficulté. Aujourd'hui, que disent les syndicats? Les syndicats ont déclenché cette grève, bien entendu, parce qu'il faut le savoir, il y a certainement les conditions de travail dans les municipalités, mais il y a surtout... ce conflit est surtout basé sur tout ce qui est promotion interne, sur revalorisation de grade, révision de grade et les avancements. C'est là qu'est le point d'achoppement de ce conflit. Donc on comprend bien qu'il s'agit de revalorisation salariale, ce que les mairies aujourd'hui ne peuvent pas faire. Ouais. Et donc, on se retrouve, voilà, un peu, c'est pour ça que nous sommes dans cette situation de blocage. Et d'ailleurs, pour ma part, je trouve ça très difficile dans la mesure où, eh bien, qui c'est qui paye et qui c'est qui est pris en otage dans ces conflits? Ben, c'est l'administré. Ce sont aussi nos enfants, puisque les écoles ne fonctionnent pas. Et sans compter que quelquefois, il y a des dégradations sur les écoles. Donc, c'est l'administré qui pourtant paie des impôts qui se retrouve otage de ce conflit. Les maires, eux, bon, tout le monde a essayé de son côté, négociation. On a vu tout ce qui s'est passé avec l'association des maires, voilà. Mais bon, aujourd'hui, c'est le statu quo. Il faut savoir aussi également que les syndicats se basent pour, établir leurs revendications sur les avis de la CAP. La CAP, c'est la commission administrative paritaire. Il faut savoir que la CAP ne donne qu'un avis. La CAP est composée bien sûr des élus et des représentants du personnel, mais c'est un avis, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le maire en place n'est absolument pas tenu
de tenir compte de ces avis. Il n'a aucune obligation. Ah, c'est très important ça. Absolument. Et donc, c'est pour cela que le conflit perdure encore, puisque les maires savent qu'ils sont dans leur bon droit. Oui, parce qu'il n'y a pas que Pointe-à-Pitre, hein, il y a le Béziers. Toutes les villes. Toutes les communes. Toutes les mairies sont concernées. Oui, mais il y en a qui ont cédé, non? Pardon? Il n'y en a pas qui ont cédé quand même, alors non? Non, non. Elles sont restées solidaires. Très bien. Toutes les mairies sont au même niveau. D'accord. Il y a autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'administration territoriale, en tout cas de la fonction territoriale, il n'y a pas de service minimum prévu. Le service minimum ne concerne que la fonction du service public d'État et pas la fonction territoriale. Ah. Donc en plus, certaines mairies sont complètement fermées puisqu'il n'y a pas de service minimum. Ça ne tourne pas, oui. Par contre, quelques mairies arrivent à mettre en place un service minimum, mais c'est au bon vouloir des uns et des autres. Donc, donc cette obligation qui n'est pas faite aux maires d'accepter et d'appliquer les avis de la CAP montre que ce conflit, eh bien, c'est encore une épreuve de force. C'est encore un positionnement que malheureusement on rencontre très souvent sur le territoire de la Guadeloupe, où dès que les choses ne vont pas, bien, c'est la situation de blocage. Alors que si vous avez des revendications à faire à votre chef d'édilité, ou si vous sentez que vous êtes dans votre droit, vous avez des outils qui existent, tels que le tribunal administratif, tels que même le tribunal judiciaire, si vous pensez qu'il y a lieu d'y aller. Surtout qu'ils sont habitués à le faire. Donc, pourquoi encore cette situation de blocage? Et effectivement, on sent bien qu'il s'agit là de forcer la main au maire en place. Alors, il faut en plus savoir que la loi du 6 août 2019 fait obligation aux maires aujourd'hui, en tout cas obligation à toutes les administrations territoriales, hein, de créer la LDG, c'est-à-dire une nouvelle, si vous voulez, c'est la ligne directrice de gestion qui va remplacer la CAP, surtout en tout ce qui concerne la partie promotion interne, nomination, etc. Donc, c'est aujourd'hui la LDG qui va prendre le pas. Les maires avaient jusqu'au 31 décembre 2019 pour créer cette LDG. On se rend compte, puisque son application, c'était au 1er janvier 2020. On se rend compte que dans plusieurs mairies, ça n'a pas encore été mis en place. C'est le cas, par exemple, de Pointe-à-Pitre, où ça n'a pas été mis en place. Et donc, on peut comprendre qu'il y ait des difficultés à la mise en place de la LDG, bien que les maires soient encadrés pour le faire. Mais en l'absence justement de la mise en place de cette ligne directrice de gestion, les maires devraient prendre des mesures pour démontrer, en tout cas prendre des arrêtés pour démontrer qu'en l'absence de l'application de la LDG, eh bien, qu'on va rester sur les dispositions antérieures. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les maires qui n'ont pas encore mis en place cette LDG, oui, eh bien, c'est le flou artistique, puisque les salariés ne savent pas sur quoi se baser, puisque... et il y en a des maires qui ont fait ça à Pointe-à-Pitre, oui, à Pointe-à-Pitre, la LDG n'est pas faite. Ah oui, voilà, le maire au Gosier, par exemple, c'est fait. Ah, il y a d'autres communes où c'est fait. Récemment, alors. Bien sûr, ils étaient tous prévenus depuis l'année 2019 que ça allait être mis en place. Donc, ils avaient le temps, d'autant plus que l'État fournit des guides, voilà, comment faire, oui, des médiateurs, tout ça. Voilà, et puis il faut savoir aussi qu'ils peuvent toujours se faire aider des partenaires sociaux, oui, qui sont aussi sur place. Donc, c'est très important cette LDG parce que elle va permettre, si vous voulez, de mettre à plat des méthodes qui manquaient dans ces administrations territoriales que sont les mairies, puisque le législateur a bien vu que cette situation n'était pas propre à la Guadeloupe.
mais c'est une situation qu'on retrouvait partout en France, où il y avait des manquements. Donc cet LDG va permettre aux chefs d'édilité de mettre en place une stratégie pluriannuelle de la gestion de ces ressources humaines. C'est ça qui est important. Voilà. Ça sera aussi une manière de fixer les objectifs de la politique RH qu'on va mettre en place sur les emplois d'une manière générale, mais aussi de fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation du parcours professionnel, tout ce qui va concerner la carrière. Et c'est parce qu'il y avait un manquement à ce niveau-là que le législateur a voulu aider pour que les chefs d'édilité puissent une bonne fois pour toutes mettre en place des outils qui vont, on va dire, améliorer la visibilité même du salarié quant à sa carrière, quant aux possibilités de promotion interne. Alors, j'ai envie de poser une question tout de suite là-dessus. Comment ça se fait que notre maire, M. Harry Durimel, ne l'ait pas fait si d'autres ont su le faire et lui, il est quand même assez... Eh bien, c'est-à-dire que ce sont encore des discussions avec les partenaires sociaux, puisque cet LDG doit être validé par le comité technique. Tant qu'il n'est pas validé par le comité technique, il ne peut pas être appliqué. Donc là, il y a encore des va-et-vient où ils sont encore en train de travailler avec les partenaires sociaux pour pouvoir mettre à plat la LDG de Pointe-à-Pitre. Donc j'espère que d'ici après les élections là, ça sera chose faite. D'accord. Donc, oui. Mais, alors, Jade, juste une petite chose. Madame Trobo a parlé du CAP. Comité, c'est ça? Oui, c'est la... Alors, la CAP, c'est la commission administrative paritaire. D'accord. Et Mme Thomaso disait que le CAP donne des avis. Oui. Mais que les maires ne sont pas obligés de suivre. Absolument. Mais finalement, à quoi ça sert de mettre un comité comme ça, là? Si il y a un qui peut avoir avis, mais un avis qu'on va même suivre. Oui, mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on donne des avis que le maire ne suit pas. Il y a certains avis de la CAP que les maires ont suivis dans le temps. Alors, c'est aujourd'hui, c'est certains points de ces avis que les maires... Et je pense que si aujourd'hui les maires ne les suivent pas, c'est plus parce que cela ne porte que sur des données financières. Et on connaît la situation des mairies. Rassurez-vous, Mme Thomaso, personnellement, je m'en moque de suivre ou pas suivre. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ces gens qui donnent ces avis-là. Est-ce que c'est des bénévoles? Est-ce que c'est des gens qui payent? En termes de quoi de statut à eux, ces gens-là? La CAP est composée des élus et des partenaires sociaux, les représentants syndicaux. D'accord. Voilà. À part monde qui paye. À part égal. À part monde qui paye, c'est monde qui bénévole. C'est ça mon temps, ça. C'est ça mon temps. C'est ça. Voilà. Bon, les représentants syndicaux assez souvent sont issus des employés de la mairie, bien sûr, parce que ce sont leurs représentants. Mais il n'y a pas c'est-à-dire que c'est une mise à plat et une discussion libre entre des partenaires. C'est ce que l'on retrouve au sein de la CAP. Il y a des gens vexés parce qu'ils ont trouvé qu'ils ont venir siéger, ils ont bailler à vie, ils ont des gens frustrés, quoi. Non, je ne pense pas qu'ils soient frustrés, mais c'est sûr qu'ils auraient certainement aimé que les avis soient suivis, mais comme il n'y a pas d'obligation. Voilà. Parce qu'ils ont du mal à entendre cette notion qu'il n'y a pas d'obligation. Absolument. C'est ça. Et c'est là qu'on voit que, eh bien, certains pourraient nous dire oui, mais bon, les maires, donc ils n'ont pas d'obligation. Si les demandes ne sont pas fondées, pourquoi est-ce qu'ils ne libèrent pas leur mairie? C'est ça. Et les maires seraient en droit de faire appel au préfet. C'est ça. Et alors, il y en a beaucoup qui le pensent. Libérer leur mairie. Il y en a beaucoup qui pensaient qu'il fallait peut-être le faire à un moment donné parce que ça devenait lourd. Oui, mais après, je pense que les maires ont quand même privilégié la négociation. Oui. Et c'est une bonne chose. Oui. Parce que dans le climat social qu'est le nôtre aujourd'hui, où des gens ont quand même leur famille, dont ils doivent s'occuper, leurs dépenses journalières, la situation sanitaire qui rend tout le monde anxieux,
Je crois qu'il faut, au contraire, essayer de calmer les choses, de planifier. Donc, nous-mêmes, administrés aussi, nous devons prendre notre mal en patience et attendre que, que la situation puisse revenir. Parce que là, il y a toujours des services fermés. Ah oui, les mairies sont toujours fermées. Ah oui, toujours. Alors, à un certain moment, je me suis mis à me poser certaines questions. Je me suis posé la question, est-ce qu'à un certain moment, il ne fallait pas créer une sorte de structure à part pour embaucher les gens dans les mairies? C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, pour que si par exemple une mairie dit moi je veux 10 personnes, si cet office-là juge que mairie là ça n'a pas besoin de ce monde-là, ça il a décidé. Enfin bref, est-ce qu'il faut pas faire autrement puisque ça cause des problèmes? Oui, mais bon, aujourd'hui, vous savez, c'est la fonction territoriale. Donc c'est le mode de recrutement, il est celui-là. Oui, mais est-ce qu'il faut pas changer ça quoi? Aujourd'hui, sur le suremploi dans les municipalités, les maires ont quand même pris conscience. Et il y a des actions qui sont menées, comme par exemple le non-renouvellement des départs à la retraite. Donc ça va quand même permettre une petite soupape. Mais je crois qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les maires agissent de manière chirurgicale et de manière individuelle. Quand je dis ça, c'est par exemple pouvoir mettre à disposition du personnel qui serait peut-être... qui pourrait aider d'autres municipalités, par exemple. Quand vous mettez à disposition votre personnel, c'est-à-dire que, vous n'êtes pas obligé de le mettre à disposition à 100%, ça peut être à 40%, à 60% selon le grade, le salaire de cette personne est payé par l'administration qui la reçoit. Donc, ça vous permet quand même une petite soupape. Ensuite, il faudrait aussi... et là, ça vient des deux côtés. Il faudrait aussi que les salariés acceptent la mobilité, c'est-à-dire aussi le transfert dans une autre administration. Il faudrait rendre ça plus souple, plus compréhensif pour le salarié, pour qu'il puisse comprendre qu'il ne perd pas nécessairement à aller dans une autre administration. Tout ça, ce sont des soupapes qui vont permettre justement d'alléger le poids des salaires dans ces administrations. De la même manière aussi, le maire, à mon sens, devrait aussi se rapprocher de ses salariés et peut-être aider et accompagner ceux qui veulent faire une reconversion. Parce que ça existe aussi. Les gens peuvent très certainement vouloir faire autre chose, mais comme ils ne sont pas accompagnés, ils sont un peu frileux et tout, il peut y avoir un accompagnement aussi vers la reconversion. C'est pour ça que je dis que c'est chirurgical et individuel, parce qu'il n'y a pas de petites économies. Même si vous arrivez à avoir 2 personnes qui vont ailleurs, 2 personnes qui se reconvertissent, etc., c'est toujours une économie qui est faite. Parce que à Pointe-à-Pitre, ça a été pointé du doigt parce qu'il y a aussi ce souci-là sur le service fait. C'est-à-dire que la CRC a relevé que, c'est la Chambre régionale des comptes, la CRC a relevé que, des salariés étaient payés pour un nombre d'heures et qu'ils n'effectuaient pas ce nombre d'heures. Chez nous, par exemple, à la Caisse des écoles, les salariés, il y en a beaucoup qui ont des contrats au 18-35e, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent que 18 heures par semaine, qui en fait ne font réellement que 12 heures, pourtant qui sont payés sur les 18 heures. Donc c'est pour ça que je dis, et c'est pas la faute du salarié, c'est pas lui qui ne demande pas, puisque c'est l'employeur qui est censé donner du travail à son salarié. Donc c'est le maire à ou leur donner des missions, les affecter sur d'autres postes, mais tout ça aussi, ça doit se faire en concertation, que les salariés acceptent également de faire des missions peut-être qui ne soient pas arc-boutées sur une fiche de poste, mais qu'aujourd'hui on comprenne que l'important c'est de faire le travail pour lequel on vous paye. Et de la même manière aussi, les maires devraient aussi prendre l'engagement envers la population de ne pas embaucher. Oui. Ça aussi, c'est un positionnement fort, puisque l'on sait que, on est dans une situation où on ne peut plus embaucher, mais il faut s'engager aussi à le faire. Tomaso,
Oui, mais il y a des engagements de part et d'autre. Ça fait 20 ans que j'interroge du monde lors des municipales et je vous assure que quand vous abordez cette question-là, elle est... Moi, je vais vous dire comment est-ce que assez souvent, certains disent non, mais il nous faut embaucher parce qu'on a besoin de catégorie A, on a besoin de catégorie B, on a une pléthore de catégorie C, parce qu'ils ne veulent pas faire l'effort de la formation. Quand vous êtes acculé et que vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, il faut faire monter vos salariés au niveau que vous avez besoin. Bon, ensuite, il y a aussi, il faut savoir, dans la fonction territoriale, des gens qui passent des concours. Oui. Quand ils passent des concours, ben, vous êtes obligé de les positionner si le poste existe, s'il y a une ouverture de poste. Donc, il y a aussi tout ça. Il y a aussi l'examen professionnel que certains passent. Bon, quand ils passent l'examen professionnel, c'est pareil, s'il y a un besoin, le maire peut leur permettre de changer de catégorie et d'évoluer. Besoin d'évoluer. Mais, comme je dis, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est vraiment une introspection que doivent faire les maires au niveau de leurs salariés. Il y a des outils pour ça. Dans le domaine du privé, on utilise beaucoup la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et ça aussi, les maires peuvent aussi s'aider de ces outils-là pour pouvoir bien connaître la cartographie des salariés présents, mais cartographie, que ce soit en termes de formation, de compétences, etc. Et ensuite proposer réellement des perspectives aux salariés. Parce que je crois que dans les municipalités, c'est ce qui manque, c'est les perspectives pour les salariés. On a souvent laissé les gens penser que c'est par l'ancienneté, voilà, que vous allez évoluer. Oui. Non, aujourd'hui. Et je demeure persuadée que les employés de mairie aujourd'hui sont preneurs. Alors, pour continuer sur ce conflit, ça peut durer longtemps alors? Comment Non, mais je pense que comme nous sommes en période électorale, les maires ont joué de prudence, puisque comme vous le savez, on ne va pas se cacher, beaucoup de maires sont sur les listes en présence. C'est vrai. Beaucoup de maires vont aussi aux élections départementales. Donc, il faut un petit peu ménager les susceptibilités. Donc, on va devoir attendre après ces élections et je pense que là, une solution sera trouvée. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, mais je ne sais pas s'il y a des... Pas encore. D'accord. Vas-y. Non, parce que je voulais continuer sur les régionales après. Vas-y. Donc, vas-y. voilà. Donc, Avant les régionales, bien sûr. je voulais faire un petit encart sur les départementales. Allons-y. Puisque nous avons aussi les élections Bien sûr. départementales qui sont là. Hein. Nous aurons à voter en même temps pour les départementales et les régionales. Tout à fait. Alors, c'est vrai que j'appartiens à un mouvement politique qui s'appelle Croire en la Guadeloupe, qui a été créé en 2019, dont le président est M. Lucas Desmar, l'ancien maire de Bourbert. Et nous, Croire en la Guadeloupe, nous nous sommes positionnés au niveau des départementales parce que nous avons des candidats issus de nos membres qui ont formé des binômes avec d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement du groupe CELG, mais nous allons donc les soutenir. Alors, nous avons retenu 6 binômes, donc je vais vous les dire. Bien sûr, donc, bien nous sûr. allons soutenir au canton de Mornalo Michel Macaya Zénon et Georges Germain. Au canton de Trois-Rivières, Jimmy Fosta et Fabienne Thomas. Au canton de Sainte-Rose 1, Grégory Cabrion et Marie-Laure Aigle. Au canton de Capester-Bello, Nita Sérol et Daniel Corvis. Au canton de Lamentin, Renette Julliard et Patrice Nanette. Et au canton de Sainte-Anne, Alain-Hélène Cuirassier et Sylvia Riga. Donc, ce sont donc nos soutiens. Nous, notre vœu le plus cher, c'est qu'il y ait une réelle coordination entre le conseil départemental et le conseil régional. Parce que cela manque énormément en Guadeloupe. Chacun dans a ces sa noms, il y a des compétence. personnes en liste régionale aussi, j'ai entendu là. Ah oui, absolument, c'est comme je vous dis, hein, il y en a qui sont au régional Compliqué, et hein. au départemental. Mais l'élection départementale reste quand même une élection de proximité.
puisque assez souvent, on retrouve les maires qui vont eux-mêmes défendre leur territoire. Je vais rester sur Croire en la Guadeloupe. Alors, Croire en la Guadeloupe, c'est un mouvement politique associatif. C'est un mouvement politique, tout simplement, qui a vu le jour en 2019. Croire en la Guadeloupe a parmi ses membres des gens de tous bords. C'est-à-dire que nous disons que ce sont les idées qui feront la Guadeloupe de demain et non pas le parti politique auquel vous appartenez, ni les grandes tendances que nous connaissons, tendances de droite, tendances de gauche. C'est pas vraiment cela. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, quand on a une vision globale du monde, du territoire sur lequel on vit, on voit qu'il faut des mesures sociales, qu'il faut des mesures économiques et que ce n'est ni l'apanage de la gauche ni l'apanage de la droite. Donc aujourd'hui, ce sont les idées qui vont faire avancer la Guadeloupe. Pour nous, il faut aboutir à une intelligence collective au sein de ce mouvement. Il faut de la co-construction et pour que, enfin, en Guadeloupe, on ait vraiment un développement réel qui puisse se produire. Et pouvoir se projeter également sur les 30 ans à venir pour l'avenir de la Guadeloupe. Parce que finalement, quand je vous entends, Madame Thomazeau, je suis en train de me dire, mais finalement, ces élections-là seront une élection pour rien, alors. Parce que vous parlez de développement économique, mais en fait, j'écoute un petit peu tout le monde à gauche et à droite là, mais j'entends rien. Alors, la compétence économique est dédiée à la région. À la région, oui. Et alors, les programmes ne sont peut-être pas sortis encore. Oui, c'est ça, oui. Mais j'entends des choses quand même, puisqu'on leur pose des questions un petit peu partout. J'entends des choses. Mais les choses que j'entends, franchement, c'est pauvre, c'est d'une pauvreté. Alors, vous savez, lorsque l'on prend la parole, lorsque assez souvent on parle aux citoyens, on n'a certainement pas le temps de développer ni sa pensée, ni l'action que l'on veut mener. C'est pour ça que pour moi, le programme est éminemment important. Parce que c'est là que vous avez le temps de vous poser, de lire et de vous dire, est-ce que je fais confiance à ce groupe par rapport à ce qu'il propose, parce que vous pouvez prendre du recul. Pourquoi je le dis? Et nous sommes déjà passés à l'élection régionale. Donc, aujourd'hui, le président sortant, c'est Harry Chalus. Donc, lorsqu'il s'est présenté en décembre 2014, je faisais partie des personnes sur sa liste et donc j'ai été à ses côtés pendant les 5 ans, voire 6 ans maintenant, qui se sont écoulés. Et je dois dire que pour ma part, le programme que nous avions sorti qui s'appelait Changer d'avenir, mais plus précisément une région stratège, Harry Chalus, tout le long de sa mandature, a vraiment défini ce qu'il pensait d'une région stratège. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde d'où nous sommes partis en 2014, où nous sommes arrivés, ne serait-ce que par les accompagnements de la région sur tout le territoire, on se rend compte qu'il y a un travail très important en termes d'accompagnement qui a été fait. Harry Chalus n'a pas seulement accompagné les municipalités qui étaient de son bord, il a accompagné tous les maires de Guadeloupe, de quelque bord que vous soyez, parce qu'il n'a cessé de dire qu'il accompagnait le Guadeloupéen. Donc, sur les infrastructures, bien sûr, qui vont profiter aux Guadeloupéens, que ce soit les équipements sportifs, les stades, les piscines qu'il a remis. Aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre, les rues de Pointe-à-Pitre sont refaites parce que la région Guadeloupe a la maîtrise d'ouvrage aujourd'hui sur Pointe-à-Pitre. Tous les travaux que vous voyez sur Pointe-à-Pitre, c'est la région Guadeloupe qui accompagne. Donc, quand j'entends le maire de Pointe-à-Pitre, l'ancien maire, dire que Harry Chalus ne l'a jamais accompagné, moi, je peux vous dire que c'est faux. Parce que j'étais dans sa minorité et moi-même, je suis allée le voir en lui disant « Monsieur le maire, je fais partie de la majorité d'Harry Chalus, donnez-moi les dossiers de Pointe-à-Pitre que je puisse les porter. » Surtout au niveau de l'accompagnement des fonds européens, puisque la région Guadeloupe est autorité de gestion des fonds européens. Eh bien, je n'ai jamais eu de réponse de la part de ce monsieur.
Il n'a jamais non plus voulu donner la maîtrise d'ouvrage à la région sur quoi que ce soit, parce que c'est le maire qui décide de donner la maîtrise d'ouvrage. Bien sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'Henri Chalus n'a pas accompagné, c'est faux. D'ailleurs, on le voit, le maire actuel a demandé, eh bien, il a eu. Et ça n'est pas parce qu'il est plus du bord d'Henri Chalus qu'autre chose. Il a estimé qu'il fallait qu'il aide sa commune à se sortir un peu. Comme il l'a fait avec Gosier, parce voilà, que c'est vrai qu'il le dit beaucoup voilà. Sur les antennes. Donc quand on regarde aussi les infrastructures, on a toutes nos routes, les ronds-points, les voies qui ont été dégagées. Aujourd'hui, le pont de la Boucan, que l'on sait qui est un entonnoir, aujourd'hui il va nous permettre, avec le second pont qui va être mis en place, eh bien, de dégager cette partie du territoire. Mais j'ai l'impression que ce dossier avance juste avant chaque élection régionale. Non, pas du tout. Alors, le dossier du pont de la Boucan... Je suis de Sainte-Rose. Oui, on est de Sainte-Rose. Le dossier du pont de la Boucan a pris du retard, mais ce n'est pas par rapport à la mandature d'Henri Chalus. Parce que c'est des budgets qui avaient déjà été votés bien avant notre mandature, et nous pensions que tout avait été fait et qu'il ne s'agissait que de construire. Eh bien, quand nous sommes arrivés, qu'avons-nous constaté? Les terrains n'étaient même pas encore achetés. Il n'y avait rien de fait sur ce dossier. Et vous connaissez aujourd'hui comment ça peut prendre du temps, trouver des propriétaires, les convaincre, poser un prix, etc. Ce dossier-là, il est vieux. Hein. Oui. Il est vieux, mais Henri Chalus a eu le courage de le mener à bien de A à Z, et là, la construction va vraiment commencer. D'ailleurs, quand vous passez sur la route, vous voyez déjà tous les travaux aux abords c'est pour ça qu'on nationale. Mais c'est pour ça qu'on a dit ça, comme par hasard, ou c'est apparu juste avant les élections. Ah non, c'est un hasard du calendrier, mais qui n'a rien à voir avec les élections. Alors, pour revenir sur cette histoire de développement économique, est-ce que vous pensez que ce n'était pas une erreur d'axer le développement économique de la Guadeloupe sur le tourisme? Alors, le développement économique... actuellement. Eh bien oui, mais quand nous avons pris la décision d'acter le développement économique sur le tourisme, nous n'avions pas la crise sanitaire. Mais justement, est-ce que Mme Thomazeau, puisque quand M. Chalus a pris cette décision, j'ai eu l'occasion d'en parler en radio. Et je me suis toujours posé la question, vu la zone dans laquelle on vit, où on peut avoir des tremblements de terre, vu des tempêtes, etc., est-ce que ce n'était pas de la naïveté politique que de choisir le tourisme? J'ai posé cette question alors qu'il n'avait même pas encore commencé à engager sa politique dessus. Et finalement, bam, crise sanitaire, ce que je disais était vrai. Alors, il faut savoir que moi je défends cette idée d'avoir voulu étaler notre développement économique sur le tourisme. Bon, on peut toujours mieux faire. Mais rappelez-vous ce qui a déclenché justement cette idée. Déjà, c'est quelque chose qui apparaissait dans le programme d'Henri Chalus, le programme de son mandat passé. À ce moment, au niveau du monde, qu'est-ce qui se passait, si vous vous rappelez bien? Les pays du Maghreb, qui étaient les champions du tourisme, eh bien, perdaient pied. À cause notamment des actes terroristes. Ah oui. Alors, ça devenait très instable d'aller dans ces pays. Oui. Donc, M. Chalus a fait preuve d'intelligence en détournant justement on va dire, cette manne touristique vers nous. Pourquoi la laisser partir ailleurs? Alors, ma question n'est... Je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas une bonne chose. Je suis en train de dire, je parle d'axe central, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale du développement économique n'est pas le tourisme. Ça a été un volet important dans notre schéma. C'est quoi alors, si c'est pas le tourisme? Alors, il y a eu beaucoup de choses autour. Alors, je vais vous dire. Alors, quand vous avez le développement de nos entreprises locales, parce qu'il faut savoir que la région Guadeloupe a beaucoup accompagné l'entreprise locale par les aides qui ont été mises en place
les aides ARDA pour la jeune entreprise qui démarrait, pour les aides ARIS pour l'entreprise qui était déjà en développement et qui voulait continuer à se développer, et les aides sur les fonds européens, où justement, quand on avait un investissement plutôt important, plus de 80 000 euros, on pouvait donc aller sur les fonds européens. Donc, le développement économique a avant tout été endogène, c'est-à-dire on a voulu avant tout privilégier les entreprises guadeloupéennes pour qu'elles puissent se développer. Le tourisme, c'est ce secteur d'activité, l'agriculture, c'est un secteur d'activité, la pêche. Mais nous y sommes allés sur le secteur privé qui est large, qui comprend d'ailleurs également le tourisme, mais pas que, c'est ce que je veux vous dire. Il y a eu aussi l'accompagnement au niveau agricole. Vous avez sûrement entendu parler d'Agreen Startup. Oui. C'était mettre le numérique au service des agriculteurs. Et c'est passé par que des petites entreprises locales, c'est passé par de jeunes entrepreneurs locaux qui ont pu mettre en place leur structure et également travailler au niveau de l'agriculture. Parce que nous aussi, nous avons un besoin pour la population, que ce soit au niveau de l'agriculture, de la pêche, nous devons aussi... Est-ce qu'il y a des jeunes agriculteurs? Est-ce qu'il y a des jeunes entreprises d'agriculture encore qui y croient? Absolument. Mais justement, parce que dans le thème sur lequel je viens de parler, la Green Startup, c'était des jeunes. C'était des jeunes en même temps, qui ont voulu se développer et qui ont voulu se lancer. En même temps, j'essaie moi-même je suis d'agriculture aussi, j'essaie de voir, j'essaie de comprendre quel pan de l'agriculture qui a été développé par rapport à ces mesures qui ont été prises. C'est ça que j'essaie de comprendre. Alors, vous savez, nous ne sommes pas des agriculteurs, d'accord? Donc, nous ne pouvons être que dans l'accompagnement. L'agriculteur qui décide de faire de la canne, de la banane, du melon, des aubergines, de la tomate, de l'ananas, nous allons l'accompagner. Parce que c'est lui qui a fait son étude de marché, c'est lui qui sait ce que le marché lui demande, donc nous allons l'accompagner. Aujourd'hui, on sait très bien que les grandes entreprises bananières, les usines de canne, etc., ont un lobby très fort. Très fort, subvention surtout. Voilà. Donc, nous avons beaucoup accompagné tout ce qui était diversification. Ouais. Mais c'est pas, nous n'avons pas lancé, si vous voulez, la politique d'agriculture en Guadeloupe, bien qu'il faudra la faire, puisque aujourd'hui, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche, nous devons rentrer dans un processus de filière qui n'existe pas encore aujourd'hui. Et vous me rejoignez parce que justement, lorsque vous regardez le programme d'Arichalus, la région stratège, vous avez deux grosses thématiques qui ressortent, c'est la croissance bleue et la croissance verte. Oui. Et c'est justement ça, c'est la mise en place de ces grandes filières. Pourquoi nous n'avons pas réussi à les développer en tout cas dans une mandature? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis là pour dire aux Guadeloupéens, laissez travailler Arichalus, redonnez-lui encore la confiance pour un deuxième mandat pour que justement nous puissions développer notre croissance verte et notre croissance bleue. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, il est arrivé que nous avons eu le problème de l'eau. Il est arrivé que nous avons eu le problème des sargasses. Il est arrivé que nous avons eu la crise sanitaire. Tout ça pas nouveau. Donc, face à tout ça, nous avons dû mettre une parenthèse sur des pans de notre programme qui méritent d'être développés justement pour donner une direction à la Guadeloupe. Tout ça pas nouveau. Alors, avant Richard était président de région, ces problèmes ça déjà existé. Oui, l'eau existait. Tout ça déjà existé. Les problèmes existaient. Est-ce que nous avions, pour parler du problème de l'eau, est-ce que nous avions toutes les canalisations qui sautaient en même temps? Est-ce que nous avions des gens qui pouvaient rester des mois sans eau?
Ça ne s'était pas vu. Oui. Donc, nous Non, sommes ça, on a arrivés droit au cœur d'un problème qui nous a c'était éclaté à la figure et il fallait faire face. L'eau s'était aggravée justement. Ah oui. Et comment ça se fait que justement, tous ces collectifs, comme M. Parent d'ailleurs, ont crié justement pour l'agriculture. Il faut refaire les canalisations. C'est ça qu'il aurait fallu faire avant de penser à l'agriculture et les laisser sécher sur le carreau. Je vais vous faire une confidence. Oui. En 2002, j'avais rencontré un directeur de la SOGEA à l'époque. Et il m'avait dit, vous savez, si aujourd'hui on ne commence pas à régler le problème des infrastructures de l'eau en Guadeloupe, Voilà. nous courons à la catastrophe. Oui, voilà. Donc, je suis d'accord avec vous, mais n'oubliez pas que M. Chalus arrive à la région en 2014. Alors, ceux qui étaient là avant lui et qui n'ont rien fait, je ne veux pas en parler parce que moi, je n'y étais pas. Je ne peux parler que de ce que je connais. Et est-ce que l'eau s'est arrangée depuis sa mandature? Mais depuis sa mandature, nous avons fait des kilomètres et des kilomètres de changement de tuyaux. Le barrage de Moreau, là, est pratiquement refait. Mais bien sûr qu'il y a eu des améliorations. Mais c'est vrai que certaines personnes, dans leur vie de tous les jours, ne vont pas le ressentir, on va dire, tout de suite, puisqu'il y aura toujours ces problèmes de tournante. C'est-à-dire que quand vous coupez pour changer une canalisation, automatiquement la personne n'a pas d'eau. Et pour pallier à ça, la région justement a développé et accompagné les particuliers sur la mise en place des citernes. Donc, tous ceux qui pouvaient, en tant que particuliers, avoir des citernes, nous les avons accompagnés. Nous avons également accompagné, en termes de citernes tampons, les écoles, puisque c'était aussi grave, ainsi que les communes, puisque les communes aussi avaient des citernes qu'ils mettaient à disposition de leurs administrés. Ouais, je crois Donc, la région a fait au mieux, puisqu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas de sa compétence. Mais il fallait que le citoyen monte au créneau quand même. Hein, mais Henri Chalus a toujours dit qu'il accompagnait les Guadeloupéens. Il a toujours dit qu'il était là pour eux. Donc même si ça n'était pas de sa compétence, il a débloqué des fonds, plus de 70 millions d'euros, pour que toutes les canalisations puissent être remis à neuf, c'est pas suffisant. raccordées, C'est un milliard. réparées. Mais c'est pas suffisant, mais il faut quand même qu'il y ait un départ quelque part. Et les 400, ils sont Donc, en fait. aujourd'hui, il faut savoir que nous avons aussi réussi à avoir un accompagnement substantiel de l'État sur ces problèmes. Oui, donc, on comprend bien. Vous voyez, ça. je vois, Marie-Eugène, que notre président actuel, donc il est encore un super-héros. Il peut encore nous faire de très belles choses. Mais il risque d'avoir des soucis. Alors, que penses-tu de ce qui se passe au niveau de ses ennuis? Ça le rattrape un petit peu. Ça fait... je sais pas, ça peut être en sa faveur comme ça peut être en sa défaveur. Moi, je ne sais pas, là. Alors, Henri Chalus n'est pas un super-héros. Henri Chalus est un Guadeloupéen qui aime la Guadeloupe. Et ça, je le dis parce que pour l'avoir vu, je sais qu'il aime la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Et c'est un homme qui sait travailler, qui vous apprend à travailler et qui vous apprend aussi à faire passer vos intérêts après celui des Guadeloupéens. Donc ce n'est pas un super-héros, il est tout simplement ce que l'on attend aujourd'hui d'un politique qui se respecte. Tout simplement. Alors, vous parlez de ses déboires avec la justice. Oui, ben oui, mais on sait très bien que rien n'a été retenu contre lui. Et vous savez, dans ces périodes politiques, on va toujours chercher, midi à 14h, on va chercher la petite bête. Expliquez-moi aujourd'hui, tout à l'heure vous disiez, c'est toujours avant les élections que l'on fait les travaux. Alors expliquez-moi aujourd'hui pourquoi c'est juste avant les élections qu'on lui parle de ses comptes de campagne. Alors que l'élection s'est faite depuis en 2014. Madame Thomaso, donc on a bien compris. Si vous nous avez écouté en début d'émission, nous en avons parlé. Non, on en a parlé. Et on se posait la même question, puisque les comptes de campagne sont passés. Qu'est-ce que ça fout là? Comment se fait-il qu'on en parle maintenant? Donc vous comprenez, il s'agit de discréditer un homme qui a travaillé pour la Guadeloupe, un homme que les Guadeloupéens ont plébiscité en 2014, puisque être élu avec plus de 26 000 voix par rapport à votre adversaire, c'est un vrai plébiscite.
Donc, il faut l'arrêter. Donc, on va utiliser toutes sortes de moyens pour faire perdre confiance aux Guadeloupéens. Mais moi, je dis aux Guadeloupéens d'avoir confiance. Parce que nous avons encore beaucoup à faire pour la Guadeloupe. La nouvelle équipe d'Arichalus a été présentée aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont vu, ce sont encore des hommes et des femmes qui sont prêts à travailler. Quand je vois que tu défends comme ça, je n'y suis pas, mais justement, c'est la marque de fabrique d'Arichalus. C'est-à-dire que même quand vous avez accompagné le président de région, même quand vous n'êtes plus sur sa liste, vous continuez à l'accompagner. Et c'est ce qui est bien parce qu'il vous donne des outils pour que, sur le territoire où vous êtes, pour que vous puissiez continuer à accompagner les contribuables, les administrés, en tout cas la population qui vous fait confiance. C'est ça la marque Arichalus. Mais pourquoi le procureur, donc, si on lui retient rien, puisqu'on n'a rien retenu, ben, il suffit au procureur qu'il le dise et ça, l'affaire est close. Pourquoi on attend communiquer, nous, du procureur de la République sur son affaire, là? Pourquoi on a quoi, je ne comprends ben, pourquoi le procureur ne fait pas un communiqué comme quoi vous il n'a aucune charge? Vous savez, il y a le temps de la justice. Donc, il faut laisser la justice faire son travail. Et puis aussi, dans cette affaire-là, il y avait deux autres personnes à interroger avant. Ils ont été interrogés. Ils ont déjà interrogé, effectivement. Il faut laisser la justice faire son travail. L'avenir dira plus long sur ce sujet. Pour le moment, on ne peut pas dire plus que ça, quoi. Voilà. Je regarde, peut-être qu'il y a des questions. Non. Fils, il fait des... Tu peux continuer. D'accord. Tu peux continuer. Bon, oui, on en a déjà bien parlé, donc, de ces régionales, du coup, et ça fait beaucoup de candidats, 12. Oui, ça fait beaucoup de candidats, mais c'est bien. C'est bien pour l'émulation en Guadeloupe, parce que là, Arichalus va renouveler ce mandat, et moi, je n'ai aucun doute sur sa réélection. Mais après, il faudra qu'il y en ait d'autres qui soient en capacité de nous faire peut-être d'autres propositions, de nous faire des propositions qui iront dans le prolongement de tout ce qui a été fait depuis 2014. Madame Thomaso, c'est bien surtout pour Arichalus le fait qu'il y ait autant de candidats. Pas du tout. Moi, je crois que le président est serein dans la mesure où c'est une équipe qui a travaillé. C'est une équipe qui a beaucoup accompagné les Guadeloupéens. C'était notre rôle. Nous sommes sortis de nos frontières puisque nous sommes aussi allés vers la Caraïbe, puisque nous sommes aujourd'hui membres délégués de l'OECO. Et ainsi qu'à l'AEC. Donc, nous montrons aux Guadeloupéens que nous ne sommes pas nombrilistes. Il faut travailler en Guadeloupe, mais il faut aussi que nous puissions créer des liens solides avec ce bassin de la Caraïbe d'où nous sommes issus, où nous vivons, et pour pouvoir progresser aussi avec nos voisins de la Caraïbe. Il faut lui souhaiter surtout, s'il gagne, parce qu'apparemment il va gagner, parce que j'ai l'impression que tout le monde dit qu'il va gagner, alors moi je vais dire pareil. Il est favori. Voilà. Donc il faut surtout lui souhaiter qu'il ne lui arrive pas qu'il soit écourté dans son mandat, parce que nous aurions, donc moi ça m'inquiète ça. Moi ça m'inquiète d'avoir Marie-Luce Panchard prendre sa place. Pourquoi ça vous inquiète? Parce que... Parce que c'est Marie-Luce ça, oui. Parce que ça fait comme de l'autre côté, en sourdine, il y a des choses qui reviennent. Alors là, pas du tout, ça n'est pas du tout l'idée. Le président de région, c'est lui qui conduit sa liste et c'est lui qui sera le président de région. Je tiens à assurer les Guadeloupéens de cela. Oui, ils ont l'air de ne pas être très rassurés là-dessus, parce que quand on regarde, vu que ça se passe tout sur les réseaux sociaux, il faut voir les commentaires, quoi. Mais vous savez, nous ne sommes pas fait. La liste Arichalus n'est pas comme les autres listes. C'est-à-dire, ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Ce que nous exposons, c'est ce que nous réaliserons. Donc, c'est lui qui conduit la liste, c'est lui qui sera le prochain président de région de la Guadeloupe et personne d'autre. Oui, je l'espère pour lui, parce que, je l'espère pour lui, mais je l'espère aussi qu'il puisse continuer pendant ces 5 prochaines années. De toutes les façons, la liste est constituée de personnes aussi qui sont des travailleurs, de personnes qui ont prouvé que dans la mandature précédente, qui se sont impliquées. Donc voilà, aujourd'hui, moi je n'ai aucun parti pris sur aucun des membres de la liste. Alors, moi j'ai une dernière question.
Donc, puisqu'il va être élu, et comme Marie-Eugène, tu aimes beaucoup les référendums, j'espère qu'il y a pensé dans son programme. Eh bien, nous allons voir, hein, le programme n'est pas encore sorti. Ah. Et nous allons bien voir ce qu'il y a dedans. Quand il Oui, va parce que distribuer. ça, c'est rondondon, hein, s'il n'y a pas de référendum maintenant. C'est-à-dire que les gens, ils ont envie de s'impliquer dans la politique, dans le choix Mais des il projets. y a plusieurs manières de s'impliquer dans la politique. Sans référendum Même sans référendum. Là, j'y crois pas. On peut s'impliquer dans la politique en se rapprochant justement de ceux qui sont au pouvoir, en émettant des idées, et puisqu'il existe toutes sortes de formes comment dire, toutes sortes de manières de porter sa gamme à l'édifice, que ce soit dans des manifestations que l'on va faire. Alors quand je dis manifestation, c'est pas grève, hein, je ne pense pas à ça, mais des manifestations constructives, je préfère dire, pour se faire entendre, se dire que bien, voilà une idée. Le président de région est quelqu'un de très ouvert. C'est quelqu'un pourtant, il y a beaucoup de personnes qui n'ont qui- pas eu accès, ils ont déposé des dossiers et qui n'ont eu aucune nouvelle. Ah non, mais ça c'est autre chose. Ah ben oui, mais c'est des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a aussi la lenteur administrative, mais je dois dire que là-dessus, nous avons beaucoup progressé, puisqu'aujourd'hui, la porte d'entrée est quasiment à chaque fois le dépôt des dossiers en ligne, ce qui réduit énormément les délais d'attente. Après, qu'est-ce que vous voulez? Il faut aussi que les dossiers passent par diverses strates d'études, puisque c'est quand même de l'argent public, je le rappelle, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent public. Ah ouais, donc c'est pas pour nous faire cela un pont où les camions passent il pas, faut, hein, et les bus. c'est pour cela qu'il faut quelquefois attendre. Assez souvent, ce que les porteurs de projets ne disent pas, c'est que quand leur dossier n'est pas complet, le temps qu'ils renvoient tout ce qu'il faut pour la complétude, c'est quelquefois aussi long. Donc, assez souvent, ils ne disent pas ça, mais c'est aussi quelque chose que nous remarquons assez souvent. Donc oui, il y a des délais de part et d'autre qu'il va falloir respecter, mais dès qu'un dossier est considéré comme complet et valide, eh bien, il ira jusqu'au bout. Ça, les porteurs de projets peuvent être tranquilles là-dessus. D'accord. Donc, en fin de compte, on va donc dire que cette mandature avec le partenariat du GUSR était formidable. Formidable alors. Ils ont été formidables. Hein. La mandature passée. Oui, là, celle-là. Là. Oui, de toutes les manières. Avec le GUSR. La mandature passée, il y a eu des hauts et des bas, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, hein, nous avons eu plusieurs phénomènes inattendus que nous avons dû gérer, mais ça ne nous a pas empêché de redéfinir la région stratège et de bien montrer les grands pans que nous avons pu développer pour accompagner les Guadeloupéens. Et avec tous ceux qui étaient de bonne volonté. Oui, mais en même temps, quand je vous entends dire ça, ça sonne comme des excuses. Phénomène inattendu, Saogas, c'est pas inattendu. Le Saogas n'est pas inattendu. La seule phénomène inattendu qu'il y a eu, c'est le coronavirus. Oui. Mais les autres, Madame Thomason, ne sont pas inattendus. Normalement, toutes les personnes qui se sont présentées en 2015 comme M. Lurel devaient avoir pensé pour l'eau, Ah oui. pour les Sagas et l'autre chose encore. La seule chose inattendue, c'était le coronavirus. Oui, ça oui. Mais quand on prend ces Sagas, tout ça comme excuse, pour moi, ce sont des excuses. Non, ce ne sont pas des excuses, ce sont des faits réels et avérés. Et si vous prenez le problème des Saogas, rappelez-vous bien, nous n'avons jamais eu d'échouement massif. Ça ne s'est jamais produit. Nous voyons passer des bandes de Saogas au large, quelques Saogas, mais la problématique de l'échouement s'est fait pendant cette mandature. Oui, ce que j'ai envie de dire. Et là, ça a été une surprise pour Ouais, tout mais le depuis monde. 2015, Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons aidé à la mise en place maintenant de détecteurs avec le centre météorologique, si bien que nous les voyons arriver. Nous savons qu'ils arrivent. Ah, c'est bien, Donc déjà. voilà déjà un progrès qui a été Oui, fait mais puisque- déjà dans les la voir détection, de l'arrivée massive. Les jeunes, c'est bien de les voir arriver. C'est bien de les voir arriver. Après, on gère. Parce que la région accompagne les communes. Hein, Parce que c'est après, là, pour pouvoir faut les admettre que c'est récupérer là. en bord de plage. Parce que quand vous passez depuis Pierre-Nouville là,
vous sentez l'odeur. Et j'imagine pour les gens qui habitent là, ça doit être très désagréable. Mais c'est clair. Mais nous avons lancé aussi un appel à projet pour pouvoir avoir du matériel qui permette Ça doit être prioritaire. d'enlever les sargasses. Vous savez, quand vous connaissez le phénomène, il faut voir ça. Moi, pour l'avoir vu, vous arrivez le jour J, les employés arrivent et on enlève toute la sargasse du bord de mer. Et le lendemain, c'est la même chose. C'est pire. Comme si vous n'aviez rien fait. C'est vrai. On a vraiment l'impression que ce sont les travaux des Hercules. Donc, tant que le phénomène ne s'éloigne pas, on est là, à chaque fois, en train de ramasser, de faire de l'épandage, ramasser. Mais là, ce gênant pour moi, c'est que il y a des appels à projets. On en parle uniquement quand il y a des sargasses. Et une fois que ça nous a donné une petite faveur, on n'en parle plus. On oublie chez nous en Guadeloupe. Oui, non, mais je crois que les appels à projets se sont faits. Il y a des projets qui ont été retenus. Tout le monde a vu le fameux Sargator, qui a en son temps fonctionné, qui avait ses limites. Mais les appels à projets ne sont pas fermés. C'est-à-dire que ceux qui ont été retenus, il faut dire que assez souvent, les gens font des prototypes qu'il faut tester. Donc il y a aussi tout ce temps-là, mais l'appel à projet n'a pas retenu qu'un seul projet. Donc nous allons voir d'autres équipements qui vont être mis en place pour pouvoir juguler, en tout cas pour pouvoir faire le ramassage de ces sargasses peut-être de manière plus rapide. Alors, moi j'ai une dernière question. Il n'y en a pas d'autres? En fait, je voulais avoir son avis sur la gestion de la crise. Justement, COVID. ça concerne déjà ma question. Tu vas peut-être rebondir là-dessus. Par exemple, par contre, je veux dire plutôt, peut-on avoir de l'espoir pour une région? Qu'est-ce qu'il peut proposer qu'un candidat, même un président sortant, quand on pense qu'on vient de traverser une crise phénoménale où il n'y aura pas d'argent? Donc, qu'est-ce qu'un programme peut apporter quand il n'y aura pas d'argent en France? Comment on peut espérer qu'un ministère comme un président de région peut apporter les solutions de la Guadeloupe? Voilà, ça c'est ma question. C'est ma question fondamentale. Qu'est-ce qu'une région, à travers ce que nous venons de vivre depuis cette crise, où il n'y aura pas d'argent, ça va être grave ce qui va se passer. L'EDF, ça va multiplier le prix de l'électricité. Voilà, ça va multiplier. La pauvreté va s'accentuer énorme. Comment une région, malgré tous les programmes, que ce soit RI ou d'autres, comment on va pouvoir croire en Richalus ou en d'autres de ça avec un accompagnement de l'État, de la France, parce que la France, c'est fini. Alors, c'est très complexe de pouvoir dire qu'on peut sortir une solution de sa poche, d'autant plus que nous savons que la santé est une compétence régalienne, c'est l'État. Donc, nous, en tant que région, nous n'avons pas de mainmise, sauf à accompagner et à organiser. C'est vrai que la pauvreté s'est accentuée, tous les voyants sont au rouge, on le dit, mais je crois que sur nos territoires, qui sont des territoires insulaires depuis tantôt, nous avons toujours été habitués à faire face à toutes sortes de situations. Déjà, même les aléas climatiques, nous sommes aussi habitués à cela. Donc je crois que c'est la résilience qui fera la différence. La résilience de tout un chacun. Notre capacité à encore braver la difficulté de manière individuelle, mais également de manière collective. Donc il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de solution toute faite. La solution viendra de la capacité que chacun d'entre nous aura justement à mettre, on va dire, dans le moule commun, la co-construction pour la Guadeloupe. Et puis, ça n'est que comme cela qu'on y arrivera. Et puis, Jade, pour l'argent, je t'ai déjà dit, il ne faut pas te faire de soucis. Macron, c'est où il va prendre l'argent. Oui. Dans les pentes des Français. Oui. Oui, c'est clair, hein. C'est ça qu'ils ont. Il y en a beaucoup qui vont perdre leur maison et leurs entreprises. C'est ça qu'ils ont déjà décidé de toutes les façons. Nous allons avoir un spectacle. Les économistes en parlent déjà. Puisque au niveau de l'épargne des Français, là, il y a des dizaines de milliards. Et ils ont même
pas penser à tout utiliser. Oui. À peine 10% dedans, ça permettrait de combler beaucoup de choses. Alors pour l'argent, nous ne faisons pas de soucis. J'ai bien anticipé à ça. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Oui, non, Ce que je voulais, ça. ce à quoi ça me fait penser, je ne suis pas de naturel pessimiste. Donc, moi, je crois en l'homme. Et je crois que les hommes ont la capacité de toujours vouloir, on va dire, rebondir. Alors, quelquefois, ce n'est pas de belle manière, mais on rebondit quand même. Et je crois que s'il y a quelque chose de dominant dans tout ce qui est intrinsèque à l'homme, c'est cette volonté de survie. Donc, nous y arriverons. Oui, on n'aura pas le choix de toute façon, mais il y en a qui vont rester sur le carreau. Hein. Beaucoup Mais sont déjà vous sur le savez, carreau. on a toujours vu que toutes les Vous n'avez pas de morts sans casser les œufs. toutes les catastrophes ont créé voilà, des situations de scission. Et bien, ce que nous devrons faire par la suite, c'est regarder notre voisin et faire preuve de solidarité. Oui, Ouais. c'est vrai. Ben, c'est un très beau, une belle conclusion. Ça va, Marie-Eugène? C'est quand même- J'ai un régisseur qui est très... Je lui ai dit, hein, tu auras sûrement des tas de questions à poser. J'ai dit, tu auras tes questions. Il n'y a pas de questions, Ivan, Ouais. Non, mais sur la Guadeloupe Alerte? Non. ça Ou va. est-ce qu'on n'a pas pu faire le live sur la Guadeloupe Alerte? Malheureusement, la personne, elle a cru que c'était à 14h. Ah, d'accord. Et c'était 13h. Elle était habituée à l'ancien horaire. Ok. Ah bon, d'accord. Très bien. En tout cas, ce fut un plaisir. Hein. Oui. Ben, moi de Alors- même. C'est toujours important hein, de partager et de porter quelque analyse. C'est une maison du peuple ici, c'est une radio libre, c'est une association. On reçoit tout le monde et on fait parler tout le monde. Et c'est génial d'être venue, Marie-Eugène. Je suis très contente de t'avoir reçue. Merci Très, très beaucoup. contente. On te souhaite beaucoup de chance. Donc, tu sors de la région. Oui. Hein, tu y seras plus, tu resteras juste je ne serai conseiller. plus, mais je Peut-être continue. il y aura peut-être du travail au niveau du département si certains de Croire en Guadeloupe sont élus. Absolument. Ça fera. C'est bien, c'est bien. Mais vous savez, quelquefois, c'est aussi bien de prendre du recul. Oui, mais c'est vrai. Moi, mes 3 semaines m'ont fait du bien aussi. Voilà, donc ben, merci Alex pour Tout tes un plaisir. interventions parce Tout un que plaisir. c'était important que tu sois là présent et à Ivan qui est en train de faire son apprentissage à la régie. Merci Marie-Eugène. Merci à vous. Et puis ben, à dimanche prochain. Au revoir.